Conférencier de ce soir, le professeur Jean-René Roy. Il est astrophysicien, il a été professeur de physique à l'Université Laval entre 1977 et 2000. Il a été directeur scientifique de l'Observatoire Gemini entre 2000 et 2009. Cet observatoire possède 2 des plus grands télescopes au monde. Il a été impliqué dans la gestion des grandes installations scientifiques aux États-Unis, au Large Facilities Office de la National Science Foundation en 2009 et 2011. Il a été aussi impliqué dans la gestion du fonctionnement des télescopes spatiaux Hubble et James Webb au Space Telescope Science Institute entre 2011 et 2012. Ses intérêts de recherche, c'est les phénomènes éruptifs de l'atmosphère du Soleil, les processus d'enrichissement et de mélange des nouveaux éléments dans le milieu interstellaire, l'évolution morphologique des galaxies spirales, la formation des étoiles massives, et plus récemment, les problèmes reliés à la recherche, à la gouvernance et à la gestion des grandes infrastructures et laboratoires de recherche, puis aussi en général la science, son histoire, son impact sur la société. C'est un vulgarisateur scientifique assez reconnu, bien reconnu. Ça va être sa quatrième conférence qu'il nous donne. Fait que je mets la liste des 3 conférences passées qu'il nous a données en 2018, 2019 et 2020 en mars de chacune de ces années. Et il a aussi publié plusieurs livres. Je pense qu'on a ici 9 ou 10 livres. Comme ça, et le dernier, c'est une nouvelle édition de l'Astronomie des Dames de Jérôme de Lalande. OK, il en a fait la promotion et on en parle justement dans le dernier numéro du Québec sceptique. Il nous a donné un article justement sur ce sujet-là. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole au conférencier. OK. Donc, j'aimerais ce soir aborder avec vous un sujet qui va être sûrement assez léger, entre guillemets, par rapport à bien d'autres questions que vous abordez, sûrement bien loin des débats presque violents mentionnés un épisode de McGill. C'est un vieux sujet et vous allez le voir à la deuxième partie de ma présentation. Et c'est sur l'hypothèse anthropique. Vous voyez que je dis hypothèse plutôt que principe et vous allez comprendre un peu plus loin. Vous allez voir de temps en temps une petite grenouille verte sur mes diapos et vous allez avoir la solution de l'énigme à la toute fin. Donc, ce soir, je vais parler simplement qu'est-ce que le principe anthropique. Présenter des critiques et des commentaires. L'idée est assez bien connue, partagée. Parce que j'ai enlevé le mot principe pour le remplacer par hypothèse, je vais parler un peu de la notion de principe très brièvement. Et je vais en venir aussi un peu à cette idée qui est derrière ce principe anthropique, qui est le fine-tuning ou le réglage des constantes physiques. Et dans le contexte aussi de ce réglage, de comment on essaie de s'en sortir avec l'hypothèse des multivers, donc des multi-univers. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer que ces espèces d'idées où on tente d'expliquer l'univers par finalement, en abandonnant un peu toutes nos approches scientifiques de physique, de chimie, de biologie, ces approches ne sont pas nouvelles. Et je vais terminer par leçon à retenir. Donc, la meilleure façon de définir ce qu'est le principe anthropique, je prends ce qu'en dit Mario Bunge, le grand philosophe des sciences canadien, décédé il y a 3 ans, à l'âge de 100 ans. Il dit, l'hypothèse, c'est l'hypothèse selon laquelle l'univers fut conçu pour qu'il réunisse toutes les conditions nécessaires et suffisantes à l'émergence de la vie humaine. Donc, vous voyez du temps bien. Donc, le conçu pour est la clé derrière tout ce principe anthropique. Et une autre façon de le voir, c'est ce que Mario Bunge, toujours, qualifie comme un post hoc, ergo propter hoc. Donc, c'est du latin qui veut dire tout simplement ce que je montre en astérisque en bas. C'est après cela, donc à cause de cela. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les sceptiques du Québec ont été créés en 1987 et moi, ce que j'affirme, c'est que les sceptiques du Québec ont été créés en 1987 pour que moi, Jean-René Roy, vous donne ce soir, le 13 janvier 2023, une conférence.
Donc, vous voyez un peu presque une dérive vers l'absurdité de cette approche. Donc, Mario Bunge met des points sur les i dès le départ sur la faille logique de ce principe dit entropique. Donc, mon écran est figé. Je vais juste ressortir. Et là. J'entends plus personne. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Jean-René. Oui, c'est que mon écran est figé. C'est probablement que le principe anthropique vient de m'avoir. Pourtant, il ne fait pas trop froid. Écoute, je ne suis même pas capable de sortir de... Voulez-vous que je ferme le partage d'écran? Repardons, fais donc le... Stop share. OK. OK. C'est parce que c'était prévu, ça. C'était prévu, cet événement-là. Oui, c'est ça, oui. On repart, Michel. Es-tu en stop share encore? Non, vous pouvez partager, vous pouvez repartager. Ah oui, je sais pas. Share. OK, là, on voit votre écran. OK. OK. Donc, je vais donner l'exemple de la création des sceptiques pour que je vous parle ce soir. Donc, vous pouvez voir tout de suite, après ce que je vous ai dit, les premières diapos, nos considérations vont être surtout de logique et de cohérence du discours. Donc, une chose que je voudrais soulever là, pour mettre les choses dans le bon esprit, c'est des considérations qui viennent des biologistes qui, en fait, ont été peut-être les opposants les plus féroces du principe anthropique, qui a été mis de l'avant surtout par des cosmologistes et des physiciens théoriciens. Donc, une chose qu'il faut se rappeler quand on regarde l'évolution de la vie sur Terre, c'est que nous, Homo sapiens, qui sommes apparus il y a environ 300 000 ans, notre émergence n'est ni plausible, ni probable, ni inévitable. C'est un statement qui est très, très fort. Nous n'aurions pu ne pas apparaître du tout. Et pour comprendre ça, j'aime bien citer un message que m'avait envoyé Cyril Barrette, je pense qu'il est parmi nous ce soir, qui disait finalement, pour mieux comprendre cette implausibilité, cette improbabilité et cette non-évitabilité de l'humain, de Homo sapiens, que dire du nombre quasi infini d'espèces qui étaient et qui sont possibles, mais qui n'existent pas et n'existeront jamais? Que dire du nombre de personnes humaines qui étaient possibles et qui auraient pu exister, mais n'existeront jamais? Et il faut se rappeler, par exemple, que, excusez, dans une éjaculation d'un être humain, il y a 250 millions de spermatozoïdes. Donc, vous pouvez remonter à votre grand-père, votre arrière-grand-père, et vous voyez que la probabilité que vous, comme tel, comme individu, est ni plausible, ni probable, ni inévitable. Donc, cet aspect aléatoire de l'évolution de l'univers, il faut le tenir en tête. Revenant au principe anthropique, il y a plusieurs versions. C'est comme les religions, entre guillemets. Il y en a 30 versions d'identifier, ce que j'ai vu dernièrement sur Wikipédia. La version faible, c'est la version originale. Et c'est la version avec laquelle on peut travailler, qui est, je dirais, assez modeste, plutôt que faible. C'est que nous, observateurs, existons. C'est un peu le « je pense, donc j'existe » de Descartes. L'univers a évolué d'une manière qui permet des observateurs. Et si vous manipulez les lois de la physique pour rendre l'existence d'observateurs impossible, ça ne correspond pas à notre univers. Mais Brandon Carter, que vous voyez à droite, qui est à l'origine de ce principe anthropique version faible, nous a mis en garde et averti que nous percevons une espèce d'agencement des lois physiques, des constantes de la physique, comme paraissant ajustées, comme ayant un réglage fin, que c'est tout simplement un biais de perception. Et je présente aussi Robert Dickey, qui en 1987, qui avait déjà émis
cette idée que l'univers, en fait, paraissait arrangé pour qu'ils aboutissent à nous. La version forte est celle qui est peut-être la mieux connue, et elle a été publiée dans un ouvrage qui est de fort intéressant, d'ailleurs, que j'avais acheté dès sa parution en 1987, qui s'appelle The Anthropic Cosmological Principle. Et donc, toute la thèse est que l'univers était prédestiné à avoir une vie consciente et intelligente. Rappelez-vous la définition de Mario Bunge, c'est une vision que tout a été conçu pour qu'on soit là. C'est une thèse qui était bien présentée. Je dirais que le livre est bien fait. Il est honnête intellectuellement. Il présente bien l'astrophysique. Ce n'est pas quelque chose comme l'autre ouvrage dont a parlé Michel en entrée, qui est celui de Dieu, la science, les preuves, qui frôle la fumisterie ou l'imposture. Ici, le discours est, je dirais, correct. La physique est très bonne, très bien présentée. C'est l'interprétation qu'on en fait qui va un peu loin. Donc, c'était proposé par deux astrophysiciens cosmologistes, physiciens théoriciens, John Barrow à gauche et Frank Tipler à droite. Donc, ils reprennent en fait les thèses du jésuite paléanthropologue Pierre Teilhard de Chardin que je vais vous présenter, sur lequel je vais revenir à la fin. Et une chose intéressante ici, je dirais que ce sont deux astrophysiciens qui n'ont peut-être pas tellement publié sur l'astrophysique dans leur carrière, mais qui ont fait carrière comme très bons enseignants, comme très bons vulgarisateurs. Et un témoignage que je trouve intéressant, c'est celui d'un des auteurs, Frank Tipler, qui a écrit dans un ouvrage plus récent, en 1994. L'ouvrage s'appelle « The Physics of Immortality ». Donc là, il est plus osé. Mais ça montre son cheminement que je trouve fort intéressant. Donc, Tipler, ici, je le cite, « Lorsque j'ai commencé ma carrière de cosmologiste il y a une vingtaine d'années, j'étais un athée convaincu. Je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous qu'un jour j'écrirais un livre prétendant montrer que les affirmations centrales de la théologie judéo-chrétienne sont en fait vraies, que ces affirmations sont des déductions directes des lois de la physique telles que nous les comprenons maintenant. J'ai été contraint à ces conclusions par la logique inexorable de ma propre branche spécialisée de la physique. » Donc, vous voyez le cheminement d'un des auteurs derrière cette thèse très bien présentée dans l'ouvrage que j'ai montré, illustré ici. Donc, c'est un peu une conversion et je trouve ça phénoménal. Il est très honnête. Il dit exactement ce qui s'est passé. C'est un peu Saint Paul qui tombe en bas de son cheval en route vers Damas où il devait aller persécuter les chrétiens. Donc, il faut retenir aussi, prendre en considération les espèces d'attitudes mentales de ces deux individus. Mais ils sont des astrophysiciens, physiciens, théoriciens qui connaissent leur métier et ça se reflète dans une certaine qualité de l'ouvrage The Anthropic Cosmological Principle. Donc, pour réinsister, résumer, la physique est réglée pour nous. Et je vais y revenir un peu à ce réglage. Le réglage fin ne peut pas être l'effet du hasard. Ça, c'est une affirmation assez forte. Et je vous rappelle les mises en garde des biologistes à propos, par exemple, de l'émergence simplement de Homo sapiens. C'est ce que j'ai ajouté à propos de l'émergence de chacun de nous. Donc, on refuse que la construction de l'univers soit l'effet du hasard et que ce qui arrive soit aussi des effets aléatoires et de contingence. Et on affirme que des modifications mineures dans la valeur de quelques constantes physiques éliminent la possibilité de l'existence de la vie. Ça, c'est remis en doute, mais c'est ce qu'ils affirment. Donc, notre existence est arrangée. C'est un raccourci intellectuel et on va le voir. Il y a eu, évidemment, des critiques extrêmement fortes dès que cette proposition a été mise sur la table d'une façon aussi structurée que dans l'ouvrage que je viens de vous présenter. Entre autres, l'historien danois Helge Krag parlait tout simplement de mythe anthropique. Martin Gardner
que vous connaissez probablement pour la plupart, qui a écrit longtemps des chroniques de mathématiques dans le magazine Scientific American et qui a aussi s'est fait un batailleur contre toutes ces espèces d'idées émises sans trop d'analyse critique. Il a qualifié cette proposition par Barrow et Tipler de « completely ridiculous anthropic principle » et j'adore son acronyme CRAP. Plus modéré, j'aime bien le commentaire de l'astrophysicienne de l'Université d'Harvard, Lisa Randall, qui dit que de rechercher dans la nature ce genre d'ajustement, le fait que les lois physiques sont en quelque sorte toutes arrangées, de même que les constantes physiques, est-ce que ce ne serait pas simplement un geste cherchant à dissimuler notre ignorance? Je pense qu'elle a en grande partie raison. En même temps, même si ça semble faire beaucoup de bruit, il ne faut pas exagérer le nombre d'adhésions au principe anthropique, le nombre de personnes qui la mettent de l'avant. C'est un peu comme l'idée que tout le monde croyait que la Terre était plate jusqu'à ce que Galilée arrive. C'est totalement faux. On savait que la Terre était ronde depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, les promoteurs du principe anthropique et des thèses associées sont rarement des scientifiques. Sont plutôt de la catégorie des gens comme les auteurs ou les promoteurs de l'ouvrage qu'on a mentionné plus tôt, Dieu, la science et les preuves. Donc, revenons à cette question, est-ce qu'on peut parler d'un principe? Donc, brièvement, juste pour vous rappeler quelques idées de base qu'il est toujours utile d'avoir. Donc, en sciences et en philosophie, un principe, c'est une règle générale. Ce n'est pas une loi comme telle, mais une règle générale qu'on utilise. Je vous donne deux beaux exemples ici. Le principe d'inertie de Galilée, qui dit que s'il n'y a aucune force qui agit sur un corps, il va être au repos ou il va se déplacer en vitesse constante. Pour changer, le mettre en mouvement ou changer sa direction ou sa vitesse, il faut appliquer une force, ce qu'on appelle le principe d'inertie. Donc, c'est un principe qui est une règle générale qu'on peut expérimenter dans la vie quotidienne. Plus subtil, il y a le principe d'équivalence d'Einstein, qui a aidé finalement à comprendre comment fonctionne la relativité générale. Et Einstein dit qu'il y a une équivalence entre un système en accélération et un système en champ de gravité. Par exemple, si vous menez des expériences dans une fusée qui serait accélérée à une vitesse correspondant à une accélération de 9 mètres par seconde carrée, qui est équivalente à la force de gravité à la surface de la Terre, vous allez obtenir des résultats égaux dans les deux systèmes. Donc, la fusée en accélération et vous, à la surface de la Terre soumise à la gravité, vous êtes dans des systèmes équivalents. Donc, ce sont deux principes extrêmement utiles en physique, par exemple. En philosophie et aussi en sciences, un principe signifie aussi une supposition. Ça, c'est un petit peu moins costaud. Par exemple, le principe cosmologique copernicien qui dit il n'y a pas de point privilégié dans l'univers. Donc, est-ce que c'est correct ou pas correct? Pour le moment, il faut doser un peu ce principe-là, mais ça nous a aidé à comprendre les propriétés de l'univers, à faire des progrès en cosmologie. Ce genre de principe, qui est plutôt une supposition, comme dans ce cas-ci, de principe copernicien, tout comme les principes que je viens d'énoncer à la diapo précédente de la classe A, donc des règles, ces suppositions sont utiles, mais elles doivent être réfutables. On doit pouvoir les soumettre à des tests, les vérifier, pouvoir les confirmer ou les réfuter. Donc, dans ce cas-là, et je vais y revenir, je peux considérer, et je vais aller un plus à fond à ça, que le principe anthropique est au mieux une hypothèse. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas l'équivalent d'une règle générale ou d'une supposition dans le sens que je viens de l'énoncer. Donc, plus vraisemblablement, je considère que le principe anthropique, c'est une opinion de type croyance.
Et c'est surtout bien illustré par le témoignage que je vous ai donné de Frank Tipler, le co-auteur de Anthropic Principle. Aussi, une chose intéressante, et ça revient à mon exemple de la création des sceptiques pour que je vous donne une conférence ce soir. Le biologiste Stephen Jay Gould, qui est un extraordinaire biologiste et analyste, j'appelle ça son sable logique, montre des failles de cohérence assez importantes. Les dits de principe anthropique, c'est un peu comme dire que les saucisses ont été fabriquées longues et étroites pour tenir dans les pains hot dog. Je vous montre un hot dog à droite pour vous convaincre. Ou bien que les navires ont été inventés pour abriter les baleines. Donc, évidemment, on peut rigoler de ces genres d'arguments qui sont, en fait, qui peuvent être intéressants. Et souvent, dans la vie quotidienne, il faut s'en rendre compte, parfois, on tombe dans ces petits pièges. Par exemple, je pourrais ajouter que l'eau des océans est salée pour satisfaire le goût des gens qui aiment les cornichons, ou la pluie existe pour permettre l'existence des parapluies. Donc, vous voyez quelque chose là, qui ne suit pas trop là, et qui est finalement l'espèce de logique qui est derrière le principe anthropique, si on peut parler de logique. D'ailleurs, ce genre d'exemple peut être amusant à exploiter dans un prochain souper que vous allez avoir avec vos enfants, vos petits-enfants, pour un peu demander de proposer ce genre de faille de logique finalement en faisant après cela, à cause de cela, que nous avait présenté Mario Bunge. Mais il y a des regards un peu plus généreux sur le principe anthropique. Et je vous donne l'exemple ici d'un ouvrage présenté par les astrophysiciennes françaises Suzy Collin-Zahn et Christiane Villain, Quelle est notre place dans l'univers, qui dit que la version faible du principe anthropique, rappelez-vous, celle mise de l'avant par Brandon Carter, peut être valable en stimulant de nombreuses recherches et pourrait permettre de discriminer entre les différents modèles cosmologiques. Par exemple, ça peut nous forcer, et je pense que c'est le cas, au moins dans sa version faible, essayer de comprendre mieux les constantes physiques, leur rôle et leur origine. Et un autre ouvrage plus récent que je veux vous signaler aussi, qui est dans ce regard que je trouve plus généreux par rapport aux thèses du principe anthropique version faible, Fine-Tuning in the Physical Universe, publié en 2020 aux presses de l'Université de Cambridge. Je vous fais un petit avertissement cependant. Cet ouvrage a été financé par la John Templeton Foundation. Donc, c'est écrit, We would like to thank the John Templeton Foundation for its precious support for the course of this project, over the course of this project. Donc, mais je vous mets en garde que derrière le financement, c'est une institution colossale qui a des revenus de presque $250 million et qui finance des thèses qui tendent à faire une promotion de la concordance science et religion. Et d'ailleurs, vous le voyez par les organisations associées à la Templeton. Donc, mais l'ouvrage est bien correct. Et d'ailleurs, je vais y revenir, il regarde, ce sont des astrophysiciens, des physiciens théoriciens de haut niveau, et ils ne tombent pas vraiment dans le panneau. Et sûrement, ils se retiennent de faire la promotion des thèses de la version forte du principe anthropique. Donc, ce sont des regards plus généreux vis-à-vis le principe anthropique. Donc, constante physique. Elles paraissent ajustées. Oui, mais elles paraissent. Donc, je vous donne la petite photo à droite que je trouve amusante parce que oui, il paraît avoir un ajustement et il y en a un. Il ne faut pas partir en peur parce que la personne, et là, a été photographiée paraissant tenir la Lune dans ses bras. Donc, les constantes physiques qui sont souvent mentionnées, plus tard mentionnées, qui sont dites ajustées, je les donne, la vitesse de la lumière, la constante de la gravitation qui décrivent le couplage entre deux masses, la façon dont elles s'attirent, la charge électrique,
je donne les valeurs numériques, mais vous pouvez les oublier. Donc, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, qui relie finalement l'énergie des particules à leur vitesse dans un gaz, la constante de Hubble de mètre, qui décrit le taux d'expansion de l'univers, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Il y a à peu près 20 constantes actuellement. Mais il y a 100 ans, il n'y en avait pas 20. Leur nombre a augmenté avec nos connaissances et notre habilité à décrire l'univers de façon beaucoup plus précise. Mais, comme vous pouvez voir avec les unités en droite, ces constantes-là sont émises dans un système d'unités qui sont le système international. Ce qu'on aime mieux en physique, c'est de décrire des constantes qui n'ont pas de dimension. Par exemple, sont simplement un chiffre. La masse du proton divisée par la masse de l'électron, qui est 1836, qui est l'avant-dernier bullet que j'ai sur la diapo. Donc, qui serait la façon, si on échangeait avec d'autres civilisations intelligentes, on parlerait plus en termes de ces rapports-là, pas s'embêter dans le langage des unités utilisées. Donc, la thèse des gens du principe anthropique, la thèse version Fa, disent que ces constantes-là, si on les modifie, l'univers va être tellement différent que la vie n'apparaîtra pas, que la planète Terre ne se formera pas, que les étoiles ne se formeront pas, etc. et tout, dépendant de comment vous jouez. Donc, c'est une thèse assez forte et je vais vous montrer que, en effet, il y a un semblant, une apparence d'arrangement que si on modifie ces constantes, qu'on va avoir un autre univers et dont les propriétés pourraient être fort différentes. Donc, on peut se poser la question pourquoi on a l'univers qu'on a. Mais avant de passer, je veux juste revenir à un exemple de constante sans dimension qui est intéressante. C'est la constante de structure fine qui décrit le couplage entre les particules chargées électriquement. Et vous voyez, ce alpha, cette constante de structure fine, est une combinaison de d'autres constantes que je vous ai montrées. Elle est importante parce que on l'a utilisée pour voir si les constantes physiques pouvaient varier en fonction de la distance dans l'univers, en fonction de où on est dans l'univers ou de l'âge de l'univers. Pour ce faire, on a simplement à observer des spectres qui montrent des raies spectrales, qui sont les signatures d'un élément donné, qui tombent à différentes longueurs d'onde bien déterminées, qu'on observe en laboratoire et à grande distance dans l'univers. On va reconnaître ce même espacement en longueur d'onde, entre les différentes longueurs d'onde, si alpha est constant. Et si alpha varie, le spectre qu'on voit d'un objet proche va être un peu différent, non pas étiré par l'expansion de l'univers, mais il va avoir une espèce de distanciation des raies qui vont être due au fait que le champ électrique dans l'atome situé dans une galaxie à X milliards d'années ne sera pas aussi fort, va être plus fort, moins fort. Donc, on a vérifié que cet aspect que les constantes pourraient évoluer ou pas, les dernières observations montrent qu'il n'y a pas de variation de plus d'une partie dans 1 million. En fait, c'est probablement que les constantes sont constantes à l'échelle de l'univers observable à l'heure actuelle. Mais si notre univers paraît si spécial, pourquoi? On essaie de répondre. Et une des réponses qui a été mise de l'avant, donc que j'appelle exit-sortie, c'est l'hypothèse des multivers. C'est que notre univers ne serait qu'un d'une mousse d'univers. Donc, je montre les bulles de savon en haut. Donc, on ne serait qu'une des petites bulles d'une mousse d'univers qui contiendrait entre 10 à la 100 et 10 à la 500 bulles d'univers distincts, chacun avec son domaine de constante et de loi physique. Cette proposition très élégante a été mise à l'avant par un certain nombre de physiciens, entre autres Leonard Susskind, que je montre à droite ici, et d'ailleurs dans son livre The Cosmic Landscape, qui est un livre très agréable à lire, très intéressant. Il y a une traduction en français, Le paysage cosmique, que je vous encourage à lire. Vous allez voir un peu
cette approche qui est assez intéressante. Donc, finalement, l'idée ici, c'est que on émerge, nous, avec un ensemble de constantes qui nous apparaissent réglées finement, fine-tuning, parce qu'on n'est qu'un parmi un nombre absolument, quasiment inimaginable d'univers comme tel. Donc, chaque bulle d'univers a ses règles et son agencement de constantes physiques, mais c'est une sortie élégante et tout. Donc, notre univers, bon, c'est simplement le sujet du hasard et il a son domaine. Et dans d'autres univers, il n'y aurait pas les mêmes constantes, elles n'auraient pas les mêmes forces, les lois de physique seraient totalement différentes. Donc, les bulles, et aussi, j'aime bien ce cartoon donc, qui montre que Dieu crée des univers. Là, celui-là ne fonctionne pas. Il se met à souffler d'autres ballons, etc. et tout, et ça ne fonctionne pas plus. Donc, ce principe, entre guillemets, d'invoquer d'autres univers par l'hypothèse multi-univers est intéressant. Et je vais vous montrer, ce n'est pas moi qui le fais, c'est un physicien théoricien du Perimeter Institute qui montre que finalement, cette sortie du principe anthropique version faible, son explication par multivers échappe aux critères de réfutabilité de Popper. Donc Leo Smolin a fait une critique extrêmement, je vais donner la référence en fait, c'est qu'en fait, les prémices de ce multivers, il existe un très large ensemble d'univers, de régions d'espace-temps complètement disjoints dans lesquels les paramètres physiques du modèle standard de la physique diffèrent. Constantes physiques, les lois de la physique, c'est tout différent. Elles peuvent être violées dans notre univers, mais là-bas, ce serait le fonctionnement normal. La distribution des paramètres dans l'ensemble M est aléatoire. Donc, les paramètres, en fait, chaque univers est un peu l'effet du hasard. Et les paramètres qui déterminent notre univers, qui est le sous-ensemble, sont rarissimes. Et ce que Lee Smolin démontre, c'est que les prémices A et B ne sont pas réfutables. On ne peut pas les soumettre à des critères de réfutabilité comme par les tests de Popper. Aucune expérience présente ou future ne peut contredire les prémices parce qu'on ne peut pas observer. Ces univers sont disjoints, incommunicables. Puis, aucune personne n'a émis une description de test possible ou significatif. Donc, lui, il conclut que le PA, même dans sa version faible, n'est pas de la science. Son rôle peut être même négatif. Il est affirmatif de façon assez forte ici que le PA, même dans sa version faible, joue un rôle inhibiteur dans le progrès scientifique. Une chose intéressante qui m'est venue dans mes recherches, c'est qu'il y a une subtilité probabilistique qui est assez surprenante, qui a été mise en évidence par le philosophe Jesus Mosterin, philosophe espagnol. Puis, il dit que l'argument clé des multivers, c'est que notre monde résulterait de l'infinité des mondes qui permettent la réalisation de chacune des possibilités statistiques. Donc, les gens affirment qu'il y a une infinité, donc tout est possible, tout est réalisable. Et Mosterin montre qu'il y a une circularité cachée dans cet argument. Donc, et je vais vous lire tout simplement son texte et faire un commentaire. La suggestion, donc je lis Mosterin, la suggestion qu'une infinité d'objets caractérisés par certains nombres ou propriétés implique l'existence parmi deux d'objets avec n'importe quelle combinaison de ces nombres ou caractéristiques est erronée. Un infini n'implique pas du tout qu'un arrangement soit présent ou répété. L'hypothèse que tous les mondes possibles sont réalisés dans un univers infini équivaut à l'affirmation que tout ensemble infini de nombres contient tous les nombres, ce qui est évidemment faux. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers est infini, mais ne contient pas l'ensemble des nombres entiers fractionnaires qui est infini. Les deux ne contiennent pas l'ensemble des nombres
irrationnel qui est aussi infini. Donc, l'argument de dire que si on en fait 10 à la 100 ou 10 à la 500 univers, le node va apparaître, en quelque sorte automatiquement, et il faut erroner. Une autre chose qui nous ramène aux constantes de physique, c'est l'argument de position. C'est qu'on essaie de prédire ce qu'on voit, ce qui est déjà arrivé. Par exemple, l'expansion de l'univers est déterminée par une constante qu'on appelle la constante cosmologique, qui est comme un ressort dans l'espace. Donc, vous pouvez imaginer l'espace comme ayant une tension. Si cette tension est grande et négative, l'expansion aurait stoppé, comme un élastique que vous étirez et finalement, à un moment donné, il ne casse pas, il revient sur lui-même et l'univers résulte en un Big Crunch bien avant que les étoiles et les planètes se forment. Évidemment, ce n'est pas le cas de notre univers. On est là avec nos planètes, nos galaxies, nos étoiles. Si la valeur de la constante cosmologique avait été grande et positive, le taux d'expansion aurait été trop rapide, un peu comme le ressort bien comprimé qui, lui, part et permet une expansion ultra rapide, et la matière n'aurait pas pu se condenser. Donc, les agglomérations par la gravité n'auraient pas eu le temps de se faire. Donc, et c'est ce que Steve Weinberg, ici que je montre dans l'image à droite, a affirmé que la constante cosmologique semble ajustée pour permettre l'existence de la vie. Semble, au moins, il utilise le mot prudemment. C'est un raisonnement correct, c'est vrai, ça semble ajusté, mais on prédit ce qui est arrivé, tout simplement. Ce qui est plus important, c'est qu'il faudrait démontrer que la vie ou la vie de formes différentes, parce qu'il peut y avoir plusieurs formes de vie, ne peut pas exister si on modifie les constantes physiques. Et ce que j'ai aimé dans l'ouvrage dont j'ai critiqué le financement, Fine-Tuning in the Physical Universe, c'est qu'ils explorent des plages de variation des constantes physiques que je vous ai présentées et ils montrent jusqu'à quel point ça casse, que notre univers serait tellement différent. Oui, par exemple, qu'on ne pourrait pas former d'atomes, on ne pourrait pas former de planètes, etc. Mais ils montrent tout de même que certaines constantes peuvent varier par 3 ordres de grandeur, par 1000 fois, et permettraient encore de former des structures comme des galaxies, des étoiles et des planètes. Donc, je ne vais pas jusqu'au détail de la biologie. Par exemple, si je diminuais la force de la constante gravitationnelle, grand G, qui donne le couplage entre 2 masses, les étoiles, vers un facteur 2, les étoiles seraient plus grosses, parce que la force de gravité serait plus petite, mais on aurait des étoiles, on aurait des planètes avec une force de gravité beaucoup plus faible. Et l'ouvrage est intéressant parce qu'il explore, en fait, la variation de différentes constantes. Pour certaines, c'est plus délicat, il faut l'avouer. Donc, et c'est ce que je viens de vous décrire ici, que si vous variez la constante de gravité, vous allez permettre la formation de structures. Si vous variez la force électrique ou la charge électrique, entre guillemets, qui est la charge égale du proton et tout, vous allez avoir peut-être des atomes un peu plus gros et tout, ou plus petits si la force électrique est plus forte, mais vous pouvez toujours construire des atomes. Et ce jeu-là peut être fait un peu avec différentes variations, avec différentes constantes. Comme je vous l'ai dit, certaines constantes sont beaucoup plus difficiles à faire changer. Donc, il faut se rappeler que dans le cadre du modèle standard, il y a 22 constantes. Et faire ces jeux-là, entre guillemets, est un jeu intéressant qui peut amuser des modeleurs pendant des siècles, mais jusqu'à quel point c'est utile pour comprendre notre univers, jusqu'au point où elles permettent de mieux comprendre la nature et l'origine de ces fameuses constantes physiques. Donc, je veux juste maintenant terminer par un rappel de quelques approches où on tente
on trouve l'univers un peu mystérieux. On dit qu'il faut faire appel à quelque chose comme un arrangement. Le premier que je veux mentionner, si on remonte à il y a quelques siècles, Johannes Kepler, le père de la vraie mécanique céleste, là, qui a repris l'hypothèse de Copernic, introduit les orbites elliptiques. Donc, ce que dit Kepler, souvent, quand on le lit, il était extraordinaire à lire, il dit « Pourquoi l'univers est ainsi arrangé? Pourquoi les planètes sont sur des orbites circulaires? Pourquoi la Terre a apparemment, la Lune a apparemment la même dimension angulaire dans le ciel? » Il dit « Le Soleil et la Lune ont des diamètres apparents semblants pour que les éclipses produisent un spectacle mis en œuvre par le Créateur pour enseigner aux créatures qui observent que les relations orbitales entre la Lune et le Soleil se produisent. » Donc, vous voyez, il dit, Dieu a arrangé ça pour qu'on se pose des questions. Donc, c'est un peu les explications d'ordre téléologique qu'il met de l'avant assez souvent. Mais on sait maintenant qu'on n'a pas besoin de faire appel à cette explication que c'est un arrangement pensé par le Créateur comme l'aurait aimé Kepler. Il y a aussi, si Newton explique beaucoup ce que ne comprenait pas Kepler, Newton est mis à défi par un théologien, Richard Bentley, qui est son contemporain, plus jeune. Et Bentley avait mis en œuvre une série de conférences qu'on a appelées les Boyle Lectures du physicien anglais Robert Boyle. Et Bentley essayait de mettre en avant des arguments qui pouvaient finalement neutraliser les athées ou ce qu'il appelait les déistes. D'ailleurs, il suspectait Newton d'être un déiste. Et il a trouvé dans les Principia les arguments démontrant la nécessité de la présence et de l'action du Créateur. Et il va poser à Newton quelques questions. Et je vais vous donner 3 questions que Bentley pose à Newton. Pourquoi une partie de la matière dans l'univers forme-t-elle le soleil lumineux, tandis que l'autre partie se retrouve sous forme de planètes sombres? Donc, pourquoi la matière se distribue comme elle l'est dans le système solaire? Sa deuxième question de Bentley à Newton, est-ce que les mouvements des planètes ont une origine naturelle? Qu'est-ce qui explique que les planètes plus distantes du Soleil, comme Jupiter et Saturne, ont une densité moyenne plus faible? À l'époque, on savait que leur densité était plus faible, ce qui est encore le cas aujourd'hui bien établi. Pourquoi l'axe de rotation de la Terre est-il incliné pour produire des saisons? Donc, Newton est un peu pris de court et il n'y a pas de réponse comme telle. Et il dit à déité, il dit peut-être que ce sont des manifestations d'une déité. Vous voyez un peu toujours le réglage ici fin qui chicote tant Bentley que Newton. Mais Newton va essayer de pousser un peu plus loin et dans une réponse en 1692, va aller un peu plus loin, il va peut-être se mettre les pieds dans les plats parce que le problème qu'il a avec la gravité, la force de gravité, c'est pourquoi toutes les masses ne tombent pas, ça ne tire pas pour former une seule grande masse. Aujourd'hui, on pourrait parler d'un immense trou noir. Donc, il cherche à expliquer la distribution des étoiles de la matière dans l'univers qui ne tombent pas toutes sur elles-mêmes dans une seule masse. Répondant à sa propre question et aux interrogations de Bentley, Newton va conclure à propos de ces phénomènes, je ne les pense pas explicables en termes de simples causes naturelles. Je suis forcé de les attribuer à l'intention et à l'ingéniosité d'un agent volontaire. Mais cet agent volontaire va être complètement expliqué et éliminé par le physicien Pierre-Simon de Laplace à peine 75 ans, 70 ans après Newton. Donc, vous voyez un petit peu ça, je veux en venir. On ne comprend pas quelque chose, on fait appel à quelque chose d'autre. Il y a un fine-tuning. Et dans le domaine de la biologie, le même phénomène va se passer. Ici, je vais citer Alfred Wallace Russell, qui est co-découvreur avec Charles Darwin de la sélection naturelle. Et il énonce dans un livre en 1904, donc ici, on est plus proche de nous,
Il dit « Un univers aussi vaste et complexe que celui que nous savons exister autour de nous peut avoir absolument été nécessaire pour produire un monde dont chaque détail doit être adapté aussi précisément pour le développement ordonné de la vie culminant en humain. » Donc, c'est encore une espèce de fine-tuning et une direction dans l'évolution. Argument téléologique et plutôt d'ordre esthétique, et c'est un argument qui va être démoli par plusieurs biologistes évolutionnistes, dont Stephen Gould, Monod, Dawkins, Bennett et notre collègue Cyril Barrett. Mais la tentation téléologique demeure irrésistible et elle est reprise à peu près à la même époque que Laplace. Elle est mise de l'avant par le géologue qui est père de l'unifortarianisme, qui est finalement, suivant cette observation, que la Terre est très vieille, qu'elle évolue très lentement. Et avec Charles Lyell, ça va donner un fondement à Darwin pour montrer que l'évolution se produit, mais elle est quasi invisible à nos observations parce qu'elle se fait sur une échelle de temps très longue. Mais James Hutton va tourner ça un petit peu à l'envers et va dire que l'évolution très lente assure finalement un mécanisme de nature divine qui garde des conditions terrestres éternellement propices aux humains. Donc, vous voyez encore cette thèse quasi théologique qui fait que tout est arrangé pour qu'on existe et qu'on continue à exister. Et je reviens à Teilhard de Chardin, qui demeure même aujourd'hui très populaire, c'est que finalement, il est le père de cette évolution du point oméga, du point alpha au point oméga, où l'univers, en évoluant, se complexifie, part de l'atome aux molécules, aux cellules, à la vie plus complexe, et jusqu'au point, un univers va se terminer en devenant une intelligence collective. Donc, il appelle ça le point oméga, qui est au moment où l'intelligence aurait pris le contrôle de toute la matière, de toutes les forces, non seulement dans un seul univers, mais dans tous les univers dont l'existence est logiquement possible. La vie sera dans toutes les régions spatiales de l'univers qui pourraient logiquement, là je manque des petits bouts, hein. En tout cas, en fait, c'est cette thèse et ce passage est cité par Barrow et Tipler à la toute fin du livre. Donc, que l'univers est structuré pour exister depuis les débuts, tout est arrangé pour arriver à un cheminement final, point oméga, où tout devient intelligence. En fait, c'est précisément l'équivalent de Dieu. Donc, une chose qu'il faut se retenir, c'est que les constantes ne sont pas des tables fixes à jamais. Donc, elles sont des outils à l'heure actuelle qu'on utilise pour expliquer l'univers tel qu'on l'observe. Et un peu de modestie, tel que nous rappelle Vera Rubin, est utile, c'est que je ne vois pas en fait aucune raison pourquoi nous, et j'inclus tout le monde de notre génération, aurions été à ce point chanceux de vivre à un moment où l'univers serait compris dans sa totalité. Donc, il faut garder une modestie. Et les exemples historiques que je viens de vous montrer montrent qu'à un moment donné, on ne comprend pas, on fait appel souvent à une force divine, mais on trouve l'explication 50 ans, 100 ans plus tard. Donc, les leçons à retenir, c'est évitons de dogmatiser les théories. Il ne faut surtout pas absolutiser les constantes physiques. Et je vous donne un exemple ici de la valeur de la charge électrique, que je vous ai parlé quelques fois, qui rentre dans la valeur de la constante de structure fine. Vous voyez, par exemple, en bas sur le petit tableau à droite, que la valeur a changé le 20 mai 2000, je ne vois pas trop l'année ici là, sur mon écran, mais les valeurs changent. Mais elles changent parce qu'on fait des mesures plus précises. Certainement pas parce que leurs valeurs changent, évoluent dans le temps. Évitons les carcans cognitifs, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. L'humain est rétif à l'aléatoire, c'est un inconfort à l'esthétique. Le fait qu'il y ait du hasard, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, ça nous aide à comprendre l'univers tel qu'il est autour de nous. Et puis, l'évolution des connaissances ne s'arrête pas avec nous. C'est le message de Vera Rubin. Puis enfin, l'explication de ma petite grenouille. Crois, 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 tout cela est pour moi. Crois, crois, crois.
Donc, quelques lectures, je l'ai mentionné, donc je pourrais vous les envoyer via Michel si vous voulez faire un suivi de ça. Et une partie de ce que je vous ai présenté aujourd'hui est publiée dans l'avant-dernier numéro de la revue Argument. Donc, c'était mon article à propos de l'hypothèse anthropique. Donc, je vous remercie et on peut passer aux commentaires et aux questions. Je peux arrêter Oui. la chaire. OK. OK, ben merci beaucoup pour cette conférence. Fait qu'on va prendre les questions. Fait que ceux qui veulent poser des questions, vous avez en bas de l'écran, vous avez réaction. Et dans réaction, vous pouvez lever la main pour poser des questions. Présentement, je ne vois pas encore personne qui a une question. L'autre chose qu'on pourrait se demander justement sur le principe anthropique, je peux peut-être faire un petit commentaire en partant, c'est que dépendamment des constantes, on est en train de se demander présentement, étant donné qu'il y a une accélération de l'expansion de l'univers, que l'univers, on pense qu'il s'en va peut-être plutôt vers un univers froid, où c'est qu'on va avoir une entropie maximale et qu'il ne restera plus rien. Fait qu'au lieu de penser que l'univers a été créé pour abriter l'homme, on pourrait dire que l'univers a été créé pour faire disparaître l'homme et toute vie éventuellement. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit commentaire là-dessus. En fait, c'est... ouais. En fait, il y a toutes sortes d'hypothèses sur le futur de l'univers. En effet, l'entropie augmente, mais encore une fois, il ne faut pas trop absolutiser ce concept. Parce que du point de vue anthropique, l'univers demeure encore très jeune et on ne sait pas comment peut évoluer justement l'univers dans un futur. Il y a des hypothèses qui sont faites très, très spéculatives. Mais en effet, l'univers tel qu'on l'observe à l'heure actuelle, donc chimiquement, il est composé en majeure partie d'hydrogène, donc l'élément le plus simple avec l'hélium, qui est les deux éléments en composition chimique correspondent en quelque sorte en plus de 90% des atomes encore dans l'univers. Donc, il y a du matériel pour former d'autres étoiles, d'autres planètes et d'autres lieux où la vie pourrait émerger si on comprenait comment cela peut se faire. Mais le point de l'accélération, c'est de faire en sorte que les objets proches qui s'éloignent l'un de l'autre vont faire en sorte que dans un futur de plusieurs dizaines, même centaines de milliards d'années, les galaxies qu'on voit maintenant à travers nos télescopes vont passer au-delà de l'horizon, vont finalement, avec la vitesse et l'accélération, s'éloigner de nous à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Mais si les entités physiques ont pu se former, ont pu former des étoiles sous l'action de la force de gravité, et à petite échelle, que je parle ici de quelques millions d'années-lumière, les entités, même avec l'accélération de l'univers, vont toujours pouvoir, en quelque sorte, se condenser, former des éléments lourds via la formation stellaire. Donc, de spéculer aussi loin, Michel, que vous le proposez, c'est au-delà un peu de mon domaine, mais c'est sûrement pas pour demain. C'est une bonne réponse. Mais pourquoi on est là? C'est une question raisonnable à poser. Et d'ailleurs, toute la démarche scientifique est un peu orientée, même beaucoup orientée pour répondre à cette question. Pourquoi on est là? Pourquoi la Terre est là? Pourquoi le système solaire est là? Comment ça s'est formé? Comment les galaxies et tout, etc. et tout. Donc, de répondre que tout ça a été arrangé avec le gars des vues, c'est un peu facile. Je pense que la plupart des scientifiques refusent de prendre une démarche aussi paresseuse. On a 3 personnes qui ont levé la main. On va commencer avec M. Claude Coulombe. Oui, bonsoir. Moi, la question, c'était en rapport avec l'apparition de la vie.
OK. Moi, je pense effectivement que quand on dit que l'univers est infini, ben, effectivement, on peut mettre que des zéros dans l'univers, puis ça peut être une suite infinie de zéros. Ça ne veut pas dire que parce que soi-disant l'univers est infini, qui contient nécessairement des formes de vie. On en a une qui est sur Terre. C'est quoi la probabilité? Puis là, il y a la fameuse formule là, qui donne. Et là, on n'est pas sûr. La seule qui est avérée, c'est celle sur la Terre actuellement. Ouais. Et on a la même question qui se pose là, sur le principe anthropique. C'est très semblable, je trouve. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? En fait, c'est ça, on est mal placé un peu dans. Ce serait intéressant d'ailleurs si on trouvait, par exemple, des signes de vie, simplement de vie, et encore plus de vie intelligente à X milliards d'années-lumière, évidemment, le principe anthropique, version forte, aurait quelques problèmes parce que c'est nous qui sommes plutôt prédestinés. Donc, il y aurait sûrement, vu que ces gens sont très habiles, pourraient retomber sur leurs pieds pour expliquer finalement le principe anthropique qui amène dans différentes régions de l'univers des formes de vie comme celles qu'on connaît ici. Mais la grande intrigue, en effet, que vous soulevez, c'est que malgré toutes les recherches actuelles, on n'est pas trouvé de vie en dehors de nous. Une des raisons, ça peut être parce qu'on recherche des formes de vie plutôt semblables à celles qu'on connaît. Et la vie pourrait avoir des formes un peu différentes, en tout cas des expressions différentes. Et la vie qui est complexe, elle n'existe ici, disons, en termes d'animaux, quadrupèdes et tout, là, dans sa forme la plus récente, vient d'apparaître en quelque sorte il y a quelques 500 millions d'années par l'explosion à l'époque du Cambrien. Auparavant, c'est une vie microscopique qui est difficile à détecter ailleurs. Sauf que, pour revenir à ce que vous dites, vous insistez un peu sur une apparente rareté de la vie, en tout cas. On n'a pas exploré très, très loin, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune évidence de vie sur les planètes du système solaire qu'on a explorées. Aucune évidence de vie comme nous, on la connaît. Et c'est assez surprenant parce que même moi, comme astrophysicien, considérant l'histoire du système solaire avec les bombardements météoritiques, quand une planète est frappée par un astéroïde, il y a des éjectats qui volent dans le système solaire et ont des orbites qui vont venir en sorte qu'elles vont tomber, par exemple, sur la Terre. On a des évidences de morceaux lunaires qui sont arrivés sur Terre ou de Mars qui sont arrivés sur Terre. Donc, on les a analysés, mais considérant que la Terre a été ici bombardée, donc les formes de vie qui étaient ici ont été frappées par des astéroïdes. Le dernier considérable, c'est il y a 66 millions d'années. On a dû polluer, entre guillemets, le reste du système solaire. Curieusement, on n'a pas encore vu de signes de vie terrestre qui auraient contaminé Mars, par exemple, la planète la plus explorée. Peut-être que notre exploration ne fait que commencer, mais à l'heure actuelle, la vie demeure surprenante, mystérieuse. On ne sait pas comment ça a commencé. On sait qu'elle a commencé il y a très, très longtemps ici, ça, de l'ordre d'il y a 4 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. Et des hypothèses sont qu'on a été ensemencé par une comète venant de l'extérieur. Mais ça, ce ne sont que des hypothèses. Mais c'est une question simple à laquelle on travaille à répondre, en fait, biologiste, astrophysicien, géologue et tout, et qui est plus pertinente peut-être que se poser des questions sur pourquoi les constantes physiques semblent réglées, ajustées et quel serait l'effet si on les modifie, quoique le domaine de recherche demeure valable. Merci. On a une question de M. Claude Laforêt. Oui, Michel, il y a des commentaires, des questions dans la colonne du chat. Est-ce que tu les vois peut-être? Ça vaudrait la peine d'en relever quelques-uns. L'abbé Lemaitre, il arrive à propos du principe anthropique peut-être, là, où est-ce qu'il se situe
là-dessus, dans Ouais. ce domaine-là? Euh, euh, en tout cas, une chose, c'est Georges Lemaître qui a été mentionné. Oui, ben la première Ouais. question Georges parle de Lemaître, Georges en fait, Lemaître. est absolument assez foudroyant pour tuer toutes les approches téléologiques. Il est d'une prudence et d'une consistance assez étonnante. Avec Hubert, d'ailleurs, j'ai reproché à Hubert d'avoir une écriture dans ses ouvrages grand public qui donnait une espèce de perception qu'il avait une approche téléologique, dans le sens que la vie apparaît et il y a une direction à l'évolution de la vie. La vie va vers une plus grande complexité, etc. Donc, c'est un moteur. Et d'autres vont plus loin, par exemple, comme mon collègue astrophysicien de l'Université de Virginie, Trinh Xuan Tuan, qui, lui, déborde plus vers le principe anthropique. Donc, ce sont des exceptions. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que, d'abord, je pense que dans le cas d'Hubert Reeves, on a surinterprété certains de ses commentaires pour les faire aller dans cette direction du principe anthropique. Et sûrement, il accepte la version faible, mais sûrement pas la version forte. Et d'autre part, ça donnait lieu au fait que certains astrophysiciens comme Hubert ou Tuan, qui écrivent pour le grand public, finalement sont des promoteurs, sont en faveur de cette hypothèse à plein feu. Et je pense que ça a donné lieu au fait que des gens qui sont intéressés aux sciences, mais qui ne sont pas dans le domaine, croient que le principe anthropique est appuyé par la majorité des scientifiques. Ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Donc, c'est un peu le danger de vulgariser et surtout quand on est médiatisé comme Hubert, d'être poussé dans des questionnements et les réponses vont être un peu tordues, vont peut-être n'être pas fidèles à l'esprit de celui qui a donné les réponses comme Hubert Reeves. Donc, oui, c'est une question, je trouve, intéressante, mais ça illustre en fait le danger de faire une vulgarisation où les gens vont interpréter plus en faveur de ce qu'ils croient plutôt que de faire une analyse critique par rapport à leurs propres croyances. Est-ce que ça répond à vos commentaires, Claude? Oui, merci beaucoup. OK. Fait qu'on avait une question d'André Lajoie. Oui, bonjour. Merci pour votre présence à la conférence. C'est un sujet qui est très intéressant et que je ne connaissais pas. Finalement, il me semble que l'hypothèse anthropique impliquerait l'émergence du déterminisme lors du Big Bang. Oui. Un univers anthropique serait-il alors déterministe? Selon certaines de mes lectures, la mécanique quantique serait perçue comme non déterministe. Si tel est le cas, l'hypothèse anthropique serait-elle en contradiction avec la mécanique quantique? En fait, disons que c'est intéressant ce que vous soulevez. Je n'ai pas pensé en détail, je pense en contexte. Sûrement que je pense qu'il n'y a même pas une notion de contradiction parce que c'est deux domaines différents qui essaient de décrire le monde à leur façon. Mais ce qui est intéressant, ce que je reprends de ce que vous venez d'affirmer, c'est que le principe anthropique ou l'hypothèse anthropique, comme je le décris, est plutôt intéressé à la structure de l'univers à grande échelle et non pas à la configuration microscopique des ensembles de l'univers, comme l'atome et tout. Donc, je dirais que les promoteurs du principe anthropique, et ici, parlons version forte, se foutent un peu de la structure fine des choses, sauf que dire que c'est préparé, c'est arrangé. Et en fait, l'indéterminisme qu'il y a dans la physique quantique, il ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs, ce n'est pas tellement important. C'est l'effet final.
qui est la construction de structures qui est souvent déterminée par les forces à plus grande échelle de l'univers. Je dirais que les promoteurs du principe anthropique, version forte certainement, sont plus en cohérence avec des observations de l'univers à grande échelle et non pas au niveau microscopique. Donc, mécanique quantique et principe anthropique, c'est en quelque chose, c'est pas tellement critique, sauf que, en effet, s'il n'y avait pas de force nucléaire, on ne pourrait pas construire des atomes plus lourds que l'hydrogène. Donc, il est certain que ce serait difficile d'imaginer des choses comme complexes, comme des molécules. Il n'y en aurait pas. On ne pourrait pas faire des atomes, entre guillemets. Donc, il n'y aurait que de l'hydrogène. Maintenant, est-ce qu'on aurait des étoiles? Oui, parce que la gravité fonctionnerait. On aurait plutôt des genres d'étoiles qui évolueraient rapidement en trous noirs. On n'aurait pas quelque chose de structure très complexe. Mais il est certain que dans le principe anthropique, c'est l'antithèse de l'indéterminisme. C'est vraiment la prédestination qui est encore plus fort que la détermination dans le sens physique probabilistique. OK, c'est bien. Merci beaucoup. On a une autre question de M. Coulombe. Oui, je m'excuse, je pose beaucoup de questions, mais c'est parce que c'est un sujet qui me passionne pas beaucoup. Moi, c'est au sujet de l'évolution dans la complexité de la vie. OK? En fait, vous l'avez dit vous-même, pour avoir des molécules, ça prend des atomes. Pour avoir des atomes, ça prend des particules qui s'unissent, formation de noyaux, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser par un effet de jeu de construction, en fait, un espèce de principe, je l'appellerais le principe du Lego, que la vie dispose toujours de briques de plus en plus complexes pour trouver des solutions. Et qu'à ce moment-là, ça favorise effectivement l'apparition de complexité avec le temps. Donc, on fait des structures de plus en plus complexes, puis on se sert de ces structures-là complexes qui sont évidemment le fruit du hasard. Il n'y a pas de détermination, il y a une sélection, puis il y a une épreuve du temps qui est faite sur ces structures-là pour s'ils sont valables, puis s'ils ont une certaine durée, ils résistent au temps, ils résistent aux événements qui arrivent dans l'évolution, ben, ils sont dans le jeu de construction de la vie, puis elle va les réutiliser. C'est un peu normal qu'on assiste à une complexité croissante, non? Et ça, je n'ai pas trouvé ça dans aucune théorie de biologie. Oui. On me parle toujours de la sélection naturelle, puis on ne me parle pas de cette idée du jeu de construction. Oui, mais deux choses. Ce que vous dites, vous venez de décrire l'évolution de la vie sur Terre. Mais en fait, ce que vous voulez laisser entendre, c'est qu'il y aurait encore quelque chose de plus complexe. Éventuellement, parce qu'on on construit sur du complexe de plus en plus complexe, dans la mesure où cette complexité-là arrive à survivre. C'est sûr que si elle devient trop complexe, puis là, on le voit peut-être avec nos sociétés actuellement, là, on est rendu à un niveau de complexité que peut-être on ne peut plus aller plus loin. Là. On a besoin d'une innovation parce que sinon, ça va s'autodétruire. Oui, certains vont dire qu'on arrive à un niveau où on s'autodétruit. Oui, tout à fait. Il faudra avoir finalement essayé faire des essais sur d'autres planètes pour voir s'ils vont évoluer différemment. Mais je veux juste souligner que votre hypothèse, votre proposition, elle est derrière ce que proposait le paléoanthropologue jésuite Teilhard de Chardin. Oui. Et lui, c'est que ça ne s'arrête pas, cette croissance de la complexité. En fait, tout devient comme, l'univers va devenir comme un immense cerveau et une intelligence suprême. Donc, c'est élégant, c'est de toute beauté de lire. Je n'irais pas jusque-là, mais je dirais que c'est un peu normal qu'il y ait une complexité. Ce que je veux dire dans la vie, l'évolution de la vie va avoir des formes plus complexes parce qu'on part de matériaux ou de blocs de construction, un peu comme des Legos. Là. On construit avec les petites briques, on fait une fenêtre. Après ça, cette fenêtre-là, on l'utilise à gauche, à droite dans des édifices. Puis à un moment donné, on a fait un édifice, mais on peut l'utiliser comme un morceau pour faire une ville, etc. Mais il y a une limite à ça, c'est clair. Là. Oui, il va y avoir des limites physiques et chimiques. Donc, tout à fait. Comme là, on assiste peut-être à des limites aussi physiques et chimiques sur notre planète là, avec notre croissance. Là. Avec, une espèce qui domine autant. Une considération d'ordre philosophique intéressante. Je vous remercie. Bon, de toute façon, je voulais juste savoir, est-ce que ce serait plus des biologistes qui pourraient nous renseigner là-dessus? En fait, je ne sais pas si Cyril Barrette est dans l'auditoire en ligne. Cyril, est-ce que tu es là?
J'ai cru voir Cyril tout à l'heure dans la liste, là, mais il y a peut-être... J'ai vu un Cyril aussi, mais je ne sais pas si c'était M. Cyril Oui. Barrette. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ah oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a? Cyril, est-ce que tu pourrais reprendre cette question de complexité? Mhm. Ben, une des façons d'y répondre que j'emprunte à Stéphane Végoul, c'est que vous n'aimerez pas le début de ma réponse, mais il faut d'abord définir ce qu'est la vie. Ensuite, il faut s'entendre sur la complexité minimale pour considérer que l'objet est vivant. Et à partir de là, comme Gould dit, il y a comme un mur à gauche. Cet objet-là ne peut pas devenir moins complexe parce que s'il devient moins complexe, il n'est plus vivant. Mhm. Donc, la complexité peut se développer seulement à droite, de plus en plus complexe. Tout à Mais fait. la vie d'aujourd'hui n'est pas plus complexe qu'il y a 3 milliards d'années. Un humain aujourd'hui, à tout point de vue, n'est pas plus complexe qu'un poisson. Oui, je m'excuse, mais est-ce que le cerveau humain n'est pas plus complexe que les cerveaux de l'époque je sais pas moi, des poissons à carapace, là, non? On a les mêmes neurones, oui. On a les mêmes neurones qui fonctionnent de la même façon avec les mêmes protéines. OK. Et là, encore Puis la une même fois, structure de circuit, les circuits sont les mêmes aussi. Parce qu'il me Ouais. semble qu'on a pas mal plus d'outillage, nous autres, à un niveau, par exemple, qui nous permet le raisonnement symbolique, des choses comme ça, que le poisson cuirassé ne veut pas. bon, c'est sûr que plusieurs points de vue, l'humain a dépassé un seuil critique là, qui nous met en dehors du reste de la vie. Mais on est en même temps rattaché à tout le reste de la vie. Ah non, ça, je comprends. On a les mêmes briques de base, là, la même ADN, toutes ces choses-là, mais notre cerveau est quand même plus complexe que celui du cerveau des espèces plus simples, entre guillemets. Là. Ben, Oui. à ma connaissance, quand on s'attarde à vouloir définir la complexité puis mesurer la complexité, Mhm. on se rend compte qu'on ne sait pas si c'est plus complexe ou non. Ah, OK. C'est pas si évident. OK. Mais c'est sûr que la vie aujourd'hui, d'une façon générale, est plus complexe qu'au tout début. Parce qu'au tout début, on était collé sur le mur à gauche. Ouais. Plus bas, on était plus vivant. Ouais. Mais tout ce que je dis là, va dépendre de la définition de la vie. Et ça, on ne le sait pas à gauche, c'est quoi le minimum requis. Puis une des choses qui me surprend, M. Barrette, c'est qu'on ne trouve pas de la nouvelle vie qui se forme sur Terre. Okay? On est l'endroit dans l'univers où il y a de la vie. On est la seule place qu'on connaît, en tout cas nous, les humains, qu'on connaît qu'il y a de la vie. Puis on n'en voit pas spontanément. Là, vous savez, la génération spontanée, ça ne se produit pas nulle part. C'est quand même curieux parce qu'il me semble que ces molécules-là, ils se brassent, puis à un moment donné, il pourrait y avoir de la vie qui apparaît, puis ça, on ne le voit pas. Mais ce que des chercheurs disent, c'est qu'il fallait des conditions particulières pour que la vie émerge. Ces conditions-là n'existent plus maintenant. Okay. La quantité d'oxygène dans l'atmosphère, par exemple, la présence des organismes vivants qui sont là présentement. Les prédateurs, dès qu'il y aurait une molécule vivante, elle se fait bouffer. Ouais. C'est ça. OK. Et puis, l'autre partie de la réponse, c'est qu'il y a peut-être des formes de vie qui sont en train de se développer sur Terre et qui existent. Mais comme, alors ça, c'est tout à fait hypothétique. Si ces formes de vie ne sont pas fondées sur l'ADN, quand on cherche de la vie, on cherche de l'ADN, on ne les trouvera pas. OK. Comprenez-vous? Oui. Non, j'essaie de comprendre ces choses-là, mais ça me dépasse. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent à certains endroits où c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, comme dans les fonds marins. Sous terre aussi, quelques pieds ou quelques dizaines ou centaines de pieds sous terre, il y a encore des conditions qui vont peut-être favoriser la vie éventuellement, mais on n'en a aucune idée. Oui, mais tous ces exemples, c'est encore de la vie fondée sur l'ADN comme notre vie. Donc, c'est le même résultat, c'est la même vie. Monsieur Coulombe, je vais juste revenir à un aspect de complexité. Là. Je ne suis pas sûr d'avancer le débat. Mais on voit, des fois, on peut parler de complexité en voyant les choses qui agrandissent, qui donnent plus de possibilités. Mais si on regarde l'évolution de l'électronique, qui est devenue plus complexe, mais on est plus capable. On est allé vers la miniaturisation et non pas vers l'agrandissement. Et d'ailleurs, on va frapper des limites de nos formes. Physique, là, on est dans les interactions vont venir justement, la mécanique quantique va finir par nous rattraper. On le voit, les rayons cosmiques sont capables de zapper un système électrique comme jamais c'était possible avant parce que la miniaturisation est là. Mais, tout à fait, mais on n'est plus capable de concevoir d'ailleurs ces circuits-là
Comme quand moi j'ai commencé à faire de l'électronique, on pouvait faire des composantes, hein, c'était le fun, on avait nos condensateurs, nos résistances, tout ça. Aujourd'hui, pour concevoir un circuit VLSI, ça prend un ordinateur, un humain ne peut plus le faire. Mais en tout cas, il y a des questions, en fait, ça soulève des questions auxquelles moi, je n'ai pas de réponse là, comme telle. Moi, ce que j'ai tenté de présenter ici, c'est que des hypothèses comme le principe anthropique, c'était une vieille maladie humaine, de tenter d'expliquer facilement des choses qu'on ne comprend pas sur le moment. Et souvent, on est dans la tentation de se mettre en devant de scène. C'est comme la petite grenouille que j'ai montrée, qui tout cela est pour moi. Et finalement, tout ce qui arrive, je n'ai pas besoin de chercher des raisons dites de force naturelle pour l'expliquer. Je fais appel à quelque chose d'autre, Dieu ou un grand arrangeur. Ou, des raccourcis. Des raccourcis, oui. Merci beaucoup, hein, c'était fort intéressant. Mais la tentation, elle est constante et elle n'est pas près de finir. Il faut y résister. Je vais juste faire peut-être un petit point sur la complexité de la vie. On pense tout le temps aux humains, on pense toujours aux prédateurs, on oublie les plantes. Les plantes ont plus de gènes que nous autres mêmes et ça semble être même plus complexe que ce qu'on pense, beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est un organisme quand même qui bouge pas et qui doit quand même s'adapter à différents environnements. Fait que c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on regarde et on a tendance à être pas mal anthropomorphiste par rapport à la complexité de la vie, en oubliant, à mon avis, les plantes ou des organismes peut-être même plus complexes que nous autres. Bonne remarque. Je ne sais pas si M. Barrette voulait commenter là-dessus. Ah, je suis parfaitement d'accord. Comme je disais, on n'a pas de critères simples pour définir ou mesurer la complexité. Et puis, comme dit Jean-René, on est fortement tenté de se mettre en vedette et d'imaginer que l'univers existe pour nous, comme si on pensait qu'il y avait un programme et que c'est l'humain qui était au programme. Mais si on relit Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, que Jean-René citait tantôt, il n'y en a pas de programme, il n'y a pas de projet. Je pense qu'on peut relire avec beaucoup de profit ce livre-là de 1970, Le hasard et la nécessité, sur les aspects philosophiques. Le message central, c'est qu'il n'y a pas de projet. Donc, le principe ou l'hypothèse anthropique ou les idées à la Teilhard de Chardin de dire que l'objectif dans l'univers, c'était de produire l'humain éventuellement, qui serait une étape dans la production d'une conscience universelle, on n'a aucune raison de penser que ça a du sens. On va prendre une prochaine question, M. Laforêt. Monsieur Roy, je ne sais pas si je peux vous montrer cet ouvrage-là que j'ai lu qui s'appelle Big History. OK? Et ça explique un peu toutes les étapes à partir du Big Bang, la formation des étoiles, de la Terre, la tectonique des plaques, l'orientation de la Terre et qui apporte un peu l'apport de chacune de ces étapes-là dans créer les conditions pour que la vie apparaisse. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Maintenant, au début, il y a 3 lignes peut-être qui seront difficiles pour vous de voir. C'est examiner notre passé, expliquer notre présent et imaginer notre futur. Donc, ce que j'ai compris de cet ouvrage-là, c'est que c'est super correct de regarder chacune de ces étapes-là, sa contribution à où nous sommes rendus actuellement. Pour moi, le danger, c'est plus imaginer notre futur à partir de ça, parce qu'il peut prendre encore là ben des directions. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Oui, je pense que ça revient à ce que Cyril disait. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... tout s'en va un peu au hasard, évidemment, en suivant certaines lois de la physique. Par exemple, on a à l'heure actuelle des signes que notre galaxie
et la grande galaxie d'Andromède, notre sœur qui est située à 2 500 000 années-lumière de nous, qu'on est en quelque sorte en chute l'une vers l'autre et qu'on va finalement se fusionner dans à peu près 5 milliards d'années, ce qui est relativement court, c'est à peu près l'âge de la Terre actuelle. Donc, il y a une évolution. Donc, qu'est-ce que ça va produire et tout? Sûrement un immense trou noir au centre du résultat de cette fusion de galaxies. Et ça, on le voit dans plusieurs endroits dans l'univers. De sorte que oui, avec le temps, il y a des prospectives qui indiquent que finalement, si les comportements qu'on a à l'heure actuelle, qu'on a observés dans les derniers 13 milliards d'années et un peu plus, si ces comportements se continuent, si en fait la matière et tout évolue d'une façon qu'on comprend actuellement, et ça, il faut rester modeste dans la prétention de bien comprendre l'univers, qu'il y a un moment donné, tout va devenir trou noir dans l'univers. Donc, est-ce que c'est une complexité? Je pense que le trou noir est plutôt un objet très simple qui finalement est une entropie à l'intérieur qui est extrême, mais que de l'extérieur qui est quasiment nulle. Donc mais ça, c'est une spéculation supposant que l'univers va continuer toujours dans la même direction que présentement. Et là, on extrapole à des échelles de 10 à la 100, ce qui est un chiffre quasi inimaginable. Donc, c'est très osé de faire ça et il est possible que l'univers va évoluer d'une façon, je parle toujours à grande échelle, ce n'est pas au niveau atomique, va évoluer d'une façon peut-être différente. C'est plus simple à imaginer au niveau, justement, grande échelle qu'au niveau de la vie, par exemple. Mais ça, le futur de la vie, d'ailleurs, c'est phénoménal de voir l'évolution de la vie quand on regarde le passé. Quel sera son futur sur Terre? On a fait plusieurs allusions, mais c'est très difficile de l'imaginer. Et c'est même, à l'heure actuelle, on peut être préoccupé par le futur de la vie à cause de l'impact d'une espèce dominante et de plus en plus dominante. Mais peut-être ce fait-là va amener une autodestruction et la vie est peut-être plus costaude que simplement nous. Et je le souhaite que la vie a toutes sortes de mécanismes pour partir dans une autre direction. D'ailleurs, je me demande toujours, parlant d'aléatoire, quel serait notre monde aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'astéroïde qui a frappé la Terre il y a 65 millions d'années et qui a permis finalement la croissance et l'occupation du monde animal par une espèce qu'on appelle les mammifères, par une grande famille qui est les mammifères. Donc, quel sera notre univers aujourd'hui sans cet astéroïde? Est-ce qu'on aurait des dinosaures qui seraient chefs d'orchestre ou je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je pense que ce serait parti dans une direction difficile à prévoir. Donc, ça que, finalement, qu'on disparaisse, je pense que la vie va réapparaître, va trouver une façon de continuer sur Terre. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Puis, je voulais peut-être juste dire que si on n'avait pas eu cet astéroïde-là, on serait tous des dinosaures. Probablement pas. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier M. Jean-René Roy pour son excellente conférence. Je vous remercie. À une prochaine. Ça a été pas mal intéressant. Merci beaucoup. OK. Au revoir. Merci, bravo, merci. Je recommande la lecture de ces articles aussi dans le dernier Québec sceptique. Là, il y en a un. Et il va m'envoyer aussi quelques références que je vais vous fournir sur le principe anthropique. Bravo, merci beaucoup. Au revoir.